Joyeux anniversaire, Joseph Paris Visuals. Joyeux anniversaire, Joseph Paris Visuals. Joyeux anniversaire. Yes! Bon, je crois que vous l'aurez compris, c'est l'anniversaire de mon auto-entreprise. Et aujourd'hui, j'aimerais faire le bilan de ces 2 premières années de freelance. Ça, c'est la récompense pour avoir allumé les bougies. Alors, pour le contexte, avant, j'étais développeur. Et il y a 2 ans, je me suis fait confiance. J'ai décidé de me lancer à plein temps à mon compte en tant que photographe vidéaste freelance. Et aujourd'hui, j'aimerais faire le bilan car il s'en est passé beaucoup de choses en 2 ans. Et je sais que typiquement, ce type de vidéo, c'est une vidéo dont je serai très fier dans 5-10 ans et que je re-regarderai avec mélancolie pour voir à quoi j'étais en train de penser, c'était quoi mes problèmes. Et c'est super important, je pense, de documenter, et je le fais pas assez. C'est une vidéo qui marque vraiment les 2 premières années. Putain, il y a des bons c'était clair. Alors, je me suis fait des petites fiches pour résumer ces 3 années. On va faire une fiche sur il s'est passé quoi en 2 ans. Une fiche sur c'est quoi mes apprentissages. Vraiment, qu'est-ce que j'ai appris en 2 ans. Et une 3e fiche, c'est le futur et les axes d'amélioration. Alors, il s'est passé quoi en 2 ans? En 2 ans, déjà, le 1er avril 2023, c'est mon premier jour en tant que photographe vidéaste freelance. Donc avant, j'étais développeur. Voilà, j'aimais bien l'ambiance au travail, etc. J'aimais bien mes collègues et tout ça, mais je me rendais compte que j'étais pas trop à ma place et que j'avais des plus grandes ambitions. Je voulais vraiment donner une chance à cette passion qu'est la photo et la vidéo. Ça faisait depuis super longtemps, depuis mes études, depuis même quand j'étais petit avec mon petit frère, on faisait des courts-métrages, etc. J'ai toujours fait de la photo et de la vidéo en parallèle de mon cursus, en parallèle de mon taf. Et jamais je me suis dit, vas-y, je vais en faire vraiment un taf. Et il y a eu un moment où j'ai eu un déclic. J'ai écouté un podcast qui s'appelle Les Vidéopreneurs. J'ai suivi la formation des vidéopreneurs. Et ça m'a permis en fait de débloquer un peu tout ce qu'on n'apprend pas, c'est-à-dire comment trouver des clients, enfin tout ce qu'on ne connaît pas quand on fait des études d'ingénieur normal, c'est-à-dire la vente, tout ce qui est commerce, voilà, c'est quoi un CRM, c'est quoi un devis, c'est quoi une facture, c'est quoi un entretien de vente, c'est quoi un entretien de découverte, c'est quoi une offre, bref, tous les trucs un petit peu de base en fait pour développer son activité entrepreneuriale. Alors je me lance assez facilement dans le sens où j'ai le chômage, donc les premiers mois forcément je fais pas trop de chiffre d'affaires, je fais même 0 en fait pendant peut-être 6 mois. 6 mois je fais pas beaucoup, enfin en tout cas je fais moins de 500 € de chiffre d'affaires. Et voilà, je suis un peu dégoûté par la prospection en fait. Je commence par envoyer des mails dans tous les sens à des entreprises, j'envoie des mails à des artistes, etc., etc. C'est pendant ma première année aussi où je fais des projets un petit peu plus artistiques, c'est-à-dire que je fais des photoshoots individuels, je fais aussi des clips. J'ai fait 2 clips, un clip de musique normale, un clip de rap. Et c'est des projets qui sont très cool, visuellement très cool artistiquement, mais par contre qui ne te permettent pas trop d'en vivre. En tout cas, à petite échelle, il faut être vraiment en contact, je pense, avec des grands artistes, etc. pour pouvoir en vivre. J'ai commencé par ça. Et ensuite, il y a un truc qui m'a sauvé, c'est bark.com. C'est un site internet un peu comme Fiverr ou Malte, sauf que en fait, tu réponds à des annonces, et ce qui fait que si tu es le premier à répondre à l'annonce, tu es presque sûr d'avoir le job. C'était pas forcément des jobs super bien payés, mais ça m'a permis de faire mes premiers mariages, mes premiers contrats vidéo. Voilà, j'avais fait une vidéo par exemple pour une association humanitaire grâce à ça. J'ai fait plusieurs mariages grâce à ça. Et vraiment, ça m'a grave débloqué. Ça m'a dit en fait que je pouvais générer de l'argent grâce à ça. Et ça m'amène aussi à mon premier, mon premier conseil. C'est d'avoir du deal flow. Avoir du deal flow, avoir du cash flow. Vraiment enchaîner les projets clients et faire des petits projets, mais les enchaîner et comprendre en fait c'est quoi un cycle de vente complet. Parce que j'ai eu des opportunités pendant que je me suis lancé et parfois je me priçais trop cher. J'avais pas encore le cycle de vente complet, enfin je savais pas encore
comment approcher un client, comment faire un entretien de découverte, comment faire un entretien où je lui propose mes offres, etc. Et du coup, bah, j'avais pas cette clé-là. Et je présentais une offre directe qui correspondait pas forcément à un besoin formulé par le client. Du coup, bah, ça closait pas. Closer, ça veut dire un client, il signe le devis, il règle la compte et il commence à bosser avec toi, quoi. Bah, passer du prospect au client. Enfin bref, la première année, soit je loupe des opportunités parce que je suis trop cher, soit je me sous-price et je fais des clips, je fais des projets un peu plus artistiques, etc. Mais j'en suis pas du tout encore à en vivre. Et je fais vraiment mes tout premiers projets, quoi. Par exemple, je prends en photo des anniversaires, je prends en photo des photoshoots individuels ou des gens qui veulent des portraits pour leur LinkedIn, etc. Toujours en fait des projets plus pour des solopreneurs, pour des entrepreneurs individuels, pour des particuliers. Voilà, pour des particuliers. Et la seconde année, c'est là où vraiment je commence à me remettre en question parce qu'il y a la fin du chômage qui arrive. Et qui dit fin du chômage dit il faut vraiment que j'arrive à générer des thunes, à vraiment pouvoir en vivre. Donc c'est là où je me remets à une prospection assez intense, notamment là en début d'année, où dès décembre en fait je me suis mis un défi de prospection quotidien où soit j'appelle une personne, soit j'envoie un DM, soit j'envoie un mail, mais le tout c'est d'avoir une action de prospection quotidienne vraiment tout le temps, tous les jours. Ah oui, j'avais fait aussi beaucoup de prestations gratuites. C'était plus des prestations pour mon portfolio ou des prestations où j'ai cru que j'allais être payé ou j'ai pas été payé. Voilà, donc c'est là où j'ai fait aussi mes premières erreurs de parfois partir en prestation alors que j'avais pas de devis signé ni d'acompte réglé. Et voilà, ça fait partie aussi des apprentissages. Mais je pense que c'est important de passer par là quand même, parce qu'avant je faisais des vidéos YouTube, donc en fait c'est comme ça que j'ai appris la vidéo, mais j'ai jamais fait des vidéos pour quelqu'un, je faisais toujours des vidéos pour moi, ou sinon des montages vidéo pour des associations, par exemple de mon école, du type BDE, etc. Mais c'était jamais en fait pour un besoin particulier, pour un client. Et je pense que le fait de commencer à faire des vidéos gratuites pour des clients, c'est là où tu as de l'empathie, tu te mets à la place du client, tu comprends à quoi va servir la vidéo. Du coup, tu arrives à décortiquer vraiment, ok, il faut une interview, il faut lui en train de travailler, il faut lui en train de faire ceci, en train de faire cela. Bref, je pense que c'est important au début de faire des vidéos gratuites pour des clients, pour comprendre c'est quoi que tu apportes comme valeur à ton client et pour faire le processus de A à Z sans trop de pression, quoi. Alors sinon, à part ça aussi, je me suis inscrit dans un BNI. Un BNI, c'est un concept américain où, grosso modo, tu as des groupes d'entrepreneurs qui se réunissent tous les mercredis matins, par exemple. Moi, c'est mon groupe, c'est le mercredi matin. Le ticket d'entrée, il est assez cher, mais au final, tu te retrouves avec des solopreneurs tels que, par exemple, des comptables, des gens qui font des sites internet, des avocats, des RH externalisés, enfin plein de types de personnes différentes, et tu les vois tellement souvent et tellement régulièrement que ils finissent par bien te connaître et te recommander dans leur entourage. Alors c'est cool pour le bouche à oreille en fait, pour stimuler ça. Et j'ai appris énormément de choses grâce au BNI, et c'est toujours un plaisir d'y aller chaque semaine, même si c'est quand même assez tôt, c'est à 7h. Donc il faut quand même se lever et se bouger le cul entre guillemets. Mais je trouve qu'à chaque fois, j'apprends des trucs, à chaque fois, je découvre des nouvelles personnes. Et ça permet de s'entraîner à l'oral, un peu comme je le fais maintenant. Ça permet vraiment de réussir à sortir les mots et à savoir s'exprimer. Et alors justement, c'est quoi le projet dont je suis le plus fier pendant ces 2 premières années? Eh bien, il y a plusieurs projets. Je pense qu'en termes de projets payants, j'ai fait une vidéo pour Cuisine TCR, donc une entreprise qui fabrique des kits de cuisine et qui voulait avoir une vidéo pour démontrer la facilité de montage et la rapidité de montage de leurs meubles. J'ai bien aimé cette vidéo parce que c'était quand même une prestation assez challengeante. C'était une prestation due à du bouche à oreille. Mais en tout cas, j'ai énormément appris grâce à cette prestation. Et en plus,
elle m'a rapporté une autre prestation là que je suis en train de réaliser. On est en phase de pré-production. Et voilà, moi je pense que des projets assez challengeants qui sont en adéquation avec les types de projets sur lesquels tu as envie de travailler plus tard, c'est typiquement des bons projets. Voilà, parce que j'en reparlerai plus tard dans la vidéo, mais j'ai de plus en plus envie de me rapprocher, de faire des prestations pour des entreprises ou pour des marques, ou voilà, faire des prestations, pas pour des particuliers en tout cas. Et sinon, au niveau prestations gratuites, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait une prestation que je kiffe, je pense que c'est le top. Non, je vais commencer par le dernier. J'ai fait une prestation avec Caroline. Donc Caroline, c'est une amie à moi. On a commencé il y a 6 ans à faire des photoshoots ensemble. On était dans le même lycée, mais on ne se connaissait pas encore. Et depuis ça, on a continué à entretenir un lien artistique, et puis ensuite un lien petit à petit professionnel, puisqu'elle se lance en tant que community manager. Et moi, je suis photographe vidéaste freelance, donc on peut faire des offres en complémentaire. Et j'ai eu à un moment une idée de faire une fausse publicité pour une marque de basket qui s'appelle Vitz. Et j'ai kiffé ce projet, d'ailleurs je l'ai tourné ici dans ce parc. Et j'ai adoré faire ce projet de A à Z. Vraiment, je pense que les clients marques, c'est vraiment des clients que j'ai envie d'avoir. C'est des clients avec lesquels je trouve que j'ai le plus de valeur ajoutée, parce que c'est justement là où tu as le côté réalisateur, où tu as le côté fiction, où tu dois mettre en scène quelque chose, mettre en scène un produit, un service à travers une histoire et le rendre mémorable auprès du consommateur. Et c'est vraiment vers ce type de projet que j'ai envie de m'orienter. Donc c'était pile poil en alignement avec ce que je voulais faire. Ensuite, le deuxième meilleur projet, c'était pour Bijoux Cocher, donc une entreprise qui réalise des bijoux. Je leur ai proposé spontanément de promouvoir leurs bijoux à travers des photos et des vidéos, parce que je savais que je partais dans le sud de la France avec ma meilleure amie Lise. Et j'ai trop kiffé ce projet, parce que on s'est vraiment donné. On est allé à la mer super tôt. On a fait des photos trop stylées avec des coquillages, des noix de coco, etc. On a mis en scène les colliers à travers des scènes de vie, des scènes à la plage, des scènes aussi dans un café. Il y avait une équipe, il y avait des personnes pour faire le making-of, des personnes pour conduire la voiture, Lise pour faire la modèle. J'avais vraiment l'impression d'être en mode ok, c'est bon, je suis un pro, je suis sur un shoot de pro, j'ai une équipe, je fais un projet. Sauf que le projet, c'était un projet gratuit pour moi, pour mon portfolio. Et j'ai vraiment trop kiffé faire ce projet, et j'espère d'ailleurs pouvoir continuer cette collaboration avec Bijoux Cocher. Et dernier projet, le premier projet, le projet le plus stylé, c'est avec mon meilleur pote Antoine Deck. Menuiserie d'équerre, si jamais vous voulez des meubles et des portes sur mesure et tout ce qui est menuiserie sur mesure. Il vous en parlera mieux que moi. Mais j'ai trop kiffé ce projet, parce que c'est vraiment un moment où je me suis dit vas-y, il faut que j'aille filmer mon meilleur pote. Ça fait en plus très longtemps qu'on parle de ça. Il y avait eu un moment où même quand on était au lycée en terminale, je lui disais, parce qu'on était dans la même piole en fait, on était en internat, je lui disais ouais, moi quand je serai réalisateur, je ferai une vidéo trop stylée de ton entreprise et tout. Je vais te mettre en avant, ça va être trop bien. Et là, à un moment, je me suis dit, bon, vas-y, t'as rien à faire en juillet, je crois que c'est en juillet. Et du coup, je suis parti chez lui à Dijon, et on a filmé ça. Et c'était un projet sans pression, où je me suis senti artistiquement à ma place. Le plus grand challenge de cette vidéo, ça a été la post-production, parce que j'avais une quantité de rush de fou furieux. Mais en tout cas, je suis trop content, parce que j'ai réussi à faire une vidéo super quali, et une vidéo qui m'a aussi rapporté des clients. Donc en fait, à partir du moment où un projet te rapporte des clients, c'est forcément que c'est une bonne vidéo. Voilà, donc vraiment un projet très très stylé. Et c'est pour ça que j'encourage aussi à faire des projets gratuits, surtout si c'est pour ensuite avoir potentiellement des projets payants, quoi. Si c'est un projet qui met en avant ta patte artistique, et qui met en avant ce que tu peux faire pour un potentiel client, c'est un projet de fou il faut foncer, il faut le faire, quoi.
pense que cette vidéo, elle m'a rapporté 3 clients. Elle m'a rapporté 3 clients et il y a un client en ce moment qui est en train de me rapporter un autre client. Donc voilà, c'est pour mettre en avant le côté portfolio, etc. Bon, sinon, si on parle de chiffres, parce que j'ai quand même envie de parler de chiffres, parce que j'ai envie d'être ouvert et j'ai envie de faire à ce que voilà, une personne qui se lance potentiellement se dise pas au bout, par exemple, de 3 mois, ça marche pas, je comprends pas, je vais jamais y arriver. Vraiment, ce que j'ai envie de faire à travers cette vidéo, c'est remettre les pendules à l'heure, entre guillemets, et dire qu'en général, à chaque fois qu'on entreprend des choses dans la vie, ça prend beaucoup plus de temps qu'on ne le croit. Et il faut s'accrocher, c'est possible, mais c'est juste que, en fait, on a envie que tout arrive du jour au lendemain. Et je sais que c'est compliqué au début, que c'est très dur de dire à sa famille, à son entourage, à ses potes, etc. Ça marche pas, j'ai pas de clients, je sais pas comment on fait pour se pricer, je sais pas comment je vais réussir à faire ce projet, j'ai pas le matériel nécessaire. Enfin, il y a tellement de trucs en fait qui se passent. Que voilà, j'ai envie de remettre les pendules à l'heure et de dire que là, ça fait 2 ans que je me suis lancé. J'arrive à peine à en vivre. Donc c'est pour dire qu'il faut attendre. Il faut attendre, il faut être patient. Il faut attendre, il ne faut pas attendre et se tourner les pouces. Mais il faut attendre, il faut expérimenter, il faut faire des erreurs. C'est dans l'action qu'on apprend. Et plus tu apprends, plus ce sera facile en fait. Donc pour parler chiffres, la première année, j'ai fait 2000 et quelques euros de chiffre d'affaires. C'est vraiment nul. La deuxième année, j'ai fait 11 000 euros de chiffre d'affaires la deuxième année. Et là, donc là, la troisième année est entamée, tout juste entamée. J'ai signé pour plus de 12 000 euros. Donc en fait, bref, j'ai signé pour 12 000 euros de projet. Voilà, c'est pour dire qu'il y a une évolution. Et, et il faut continuer. Et le plus beau dans le freelancing et le plus beau dans le fait d'être à son compte, c'est que chaque projet se stack dans ton stack de projets et fait à ce que ensuite c'est plus facile d'avoir des clients, c'est plus facile de négocier, c'est plus facile d'augmenter tes prix. Et en fait, c'est vraiment une courbe exponentielle. Au début, vraiment, c'est plat, il n'y a rien qui se passe. Et à partir du moment où il y a un peu de mouvement, un peu de momentum, il y a des trucs qui sont en train de se passer. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce que là, je suis à un moment en fait un peu d'inflexion où, grosso modo, j'ai plus le chômage, je dois vivre de mon activité. Et là, tout d'un coup, j'ai plein de clients d'un coup là. J'ai genre 10 clients là en ce moment même, 10 clients. Donc si jamais vous êtes un de mes clients, vous inquiétez pas, là je prends juste une journée de pause, mais je reprends vos montages vidéo très prochainement, très rapidement. Voilà, déjà je travaille le week-end, donc il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Du coup, ouais, la seconde année, ça s'est grave débloqué. Ça s'est grave débloqué, notamment grâce au BNI et grâce à la prospection intense. Alors si tu es un peu frileux avec la prospection, il faut que tu arrêtes d'être frileux. Parce que c'est vraiment le truc qui débloque tout en fait. Parfois tu te dis ouais, je vais faire des publicités, je vais faire du contenu, je vais faire... Mais en fait, quand tu n'as pas le temps d'attendre, quand tu n'as pas le temps de remplir ton frigo, entre guillemets, parce que voilà, faut remplir son frigo, il faut faire du chiffre d'affaires. La prospection, c'est le moyen le plus simple, le plus court-termiste, le plus efficace. Donc forcément, c'est le truc qu'on fait en dernier parce que c'est le truc qui fait très peur. Mais une fois que tu as commencé à le faire, tu comprends que tu peux avoir des résultats avec ça. Et il y a 2-3 clients que j'ai réussi à décrocher grâce à de la prospection. Et c'est des clients potentiellement réguliers et c'est des bons clients, quoi. Donc il y a vraiment un espoir dans la prospection. Certes, c'est très dur. Moi, j'ai dû envoyer la première année plus de 1000 mails à des entreprises différentes. Je sais pas, j'ai fait plus de 100 appels, même peut-être même plus que ça. Je sais pas, j'ai dû faire 200, 300 appels. Je suis allé à des salons. J'ai fait quand même beaucoup de prospection. Et je pense que c'est une bonne solution et ça peut rapporter énormément de clients. Et en tout cas, c'est mon principal canal d'acquisition, juste après le bouche à oreille, entre guillemets. Ok, on arrive à la partie la plus intéressante pour vous. J'espère que vous écoutez ça un peu comme un podcast, parce que je pense que je vais faire très peu de montage vidéo sur ce projet, sur cette vidéo YouTube. Je m'en excuse, mais c'est juste qu'en ce moment j'ai trop de projets et je peux pas allier les deux en même temps. Et je pense que la seule solution qui est pérenne, c'est juste que je upload la vidéo
et que les gens qui sont vraiment intéressés, ils prennent des notes, ils me contactent en DM ou autre. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un truc raw, un truc voilà, que vous pouvez écouter dans les transports, en train de faire la vaisselle, en train de faire le ménage. C'est quoi mes plus grands apprentissages? Là, je vais parler d'un apprentissage très important. La cible. La cible, c'est le levier principal de ton business. Je vais prendre l'exemple d'un bûcheron et d'un mineur et d'un mec qui vend des pioches. Tu ne pourras jamais vendre une pioche à un bûcheron. Tu ne pourras jamais vendre une pioche à un bûcheron. Peu importe la qualité de la pioche. Ta pioche, elle peut tailler... Tu peux avoir une pioche en diamant qui taille du diamant comme dans Minecraft. Tu peux avoir une pioche en or qui taille super rapidement. Tu ne pourras pas la vendre à un bûcheron en fait. Et ça paraît con, ça paraît évident, mais c'est la même chose pour la photo et la vidéo. En fait, ta valeur, elle ne dépend pas de la qualité de ton travail. Ta valeur, elle dépend de la cible. Elle dépend du problème que tu résous pour ta cible. Si par exemple, je filme en 4K un mec en train de se brosser les dents, il va jamais me donner de l'argent pour ça parce qu'il verra pas la valeur dans ce que je lui offre. Mais tu vas avoir des clients qui vont te payer peu cher parce qu'ils voient pas la valeur et tu leur résous pas vraiment un problème dur à résoudre. Et il y en a d'autres qui vont te payer très cher pour une qualité de vidéo similaire, alors que tout ce que tu as changé, en fait, c'est la cible et le problème que tu résous. Imagine par exemple, il y a une mère d'une école qui a envie que tu filmes le spectacle de ses enfants. Ça a certes une très grande valeur émotionnelle, mais ça n'a pas une très grande valeur en elle-même dans le sens où elle ne va pas être prête à mettre beaucoup d'argent sur la table. Toi, ta qualité vidéo, elle sera quand même là, parce que tu as quand même ton matos, etc. Mais pourtant, la valeur perçue de ta vidéo va être beaucoup plus faible. Alors que là, par exemple, je suis en train de faire une vidéo tutoriel d'un montage de meubles pour une entreprise. Ça va potentiellement être un tutoriel de montage qui va être utilisé très régulièrement, regardé par des techniciens, qui va améliorer la qualité du service client, etc. C'est une vidéo pour une grande entreprise. Cette vidéo, elle a beaucoup de valeur et forcément, ils sont prêts à mettre beaucoup plus d'argent sur la table, alors que intrinsèquement, la qualité, entre guillemets, de la vidéo, elle est similaire. Donc si jamais tu as des clients trop exigeants ou si jamais tu ne comprends pas pourquoi ta valeur n'est pas bien perçue, il y a 90% de chances pour que le problème ce soit la cible. Un bon mineur a toujours besoin d'une meilleure pioche. C'est-à-dire que au début, je pensais que mince, une entreprise fait déjà de la vidéo, merde, je ne vais pas pouvoir proposer mes services parce que y a déjà un vidéaste. Mais non, en fait, c'est justement les entreprises qui font déjà appel à des vidéastes et à des professionnels qui en ont encore plus besoin. Et parfois, se fermer des portes comme ça, c'est juste psychologique. Mais en fait, quand tu y penses, un mineur, il sait exactement la valeur de la pioche. Il comprend pourquoi il a une certaine forme. Il comprend en fait c'est quoi l'outil qu'il utilise. Il comprend que voilà, il n'a pas des a priori sur la pioche. Il se dit pas, vas-y, en un seul coup, je vais détruire toute la montagne avec ma pioche. Il a des expectations réalistes, quoi. Il sait ce qu'il peut faire avec une pioche. Et donc, il connaît la valeur de la pioche et il sait que si jamais il a envie d'avoir une meilleure pioche, il va devoir payer plus. Vous faites ce que vous voulez de cette analogie, je ne vais pas toutes les illustrer. Plus t'es cher, moins on te fait chier. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris. Et c'est vraiment un truc très important. D'ailleurs, il y a Alex Hormozy à un moment qui disait ça. Il y a eu une expérience où ils ont fait goûter 3 vins qui étaient similaires. Et en dessous de chaque vin, ils ont mis un prix. Et plus le prix était élevé, plus les goûteurs du vin l'ont trouvé bon. Il y a vraiment quelque chose de psychologique avec le prix. En fait, si t'es pas cher, ta valeur perçue, elle est pas très élevée. Et l'exigence du client est beaucoup plus élevée. Et en général, tu perds beaucoup plus à être pas cher qu'à être trop cher. Souvent, c'est aussi les mauvais payeurs. Les mauvais payeurs, ce sont les payeurs qui payent pas cher. C'est pour ça que je te conseille aussi de petit à petit d'orienter tes prestations vers des entreprises parce que c'est celles où en fait ils comprennent la valeur de ce que tu peux leur offrir et ils sont beaucoup moins exigeants et tu vas avoir une qualité de travail beaucoup mieux et en plus ils vont faire appel à toi assez régulièrement et bref la relation elle sera carrément mieux qu'avec un particulier où il sera toujours de plus en plus exigeant et où tu vas avoir beaucoup de mal à monter tes prix. Paradoxalement, le prochain conseil, c'est dire oui jusqu'à ce que tu puisses dire non.
Au début, je faisais vraiment la fine bouche et j'étais vraiment en mode il faut que j'ai 500 € de TJM. TJM, ça veut dire taux journalier moyen. C'est comme ça qu'on calcule les prix en tant que freelance. Et en général, un vidéaste freelance, voilà, ça se place entre 300 et 1000 €, même voire plus de TJM. Au début, moi, j'avais tendance à mettre un TJM assez élevé, alors que j'avais encore fait 0 prestation pour des clients, j'avais encore 0 client satisfait. Et je pense que ça m'a mis un petit peu des bâtons dans les roues. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des projets un peu plus bas, des projets un peu gratuits, etc. pour me remettre en fait dans cet élan et pouvoir augmenter petit à petit mes prix. Je préfère augmenter petit à petit mes prix plutôt que d'être trop haut et de ne pas réussir à passer le cap. Autre conseil, arrête la publicité payante. La publicité payante, c'est vraiment un métier à part. Et même si tu as l'impression que c'est facile, c'est pas facile. J'ai dû dépenser au moins 900 € en Google Ads et je sais pas, peut-être 200 ou 300 € en Facebook Ads. Et j'ai eu des prospects potentiels, mais jamais vraiment des clients. Peut-être que j'étais à ça de réussir et je vais encore refaire des expérimentations quand j'aurai les fonds suffisants. Mais le temps que tu mets à apprendre à faire de la publicité payante, c'est vraiment du temps pas de perdu, mais tu n'en as pas besoin maintenant en fait. Là maintenant, ce que tu as besoin, c'est d'avoir du cash flow, avoir tes premiers clients, pouvoir augmenter petit à petit tes prix, avoir du bouche à oreille. La publicité, pour moi, c'est quand tu as une offre claire, une cible claire et que tu as une landing page claire avec déjà des avis clients, etc. Donc, ça présuppose que tu aies déjà fait beaucoup de prestations du même type. Et voilà, j'encourage la publicité payante qu'une fois que tu as une offre claire, une cible claire et déjà plusieurs clients satisfaits. Bark.com, ça m'a débloqué. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Et je me rappelle que la première fois où j'ai fait une prestation rentable, j'ai trop kiffé. J'ai appelé en fait une entreprise qui faisait un événement corporate. Ils avaient besoin d'un photographe. J'ai proposé un prix à 600 €. Pour moi, ça me paraissait très élevé. Elle a dit oui. Elle a signé le devis. Je suis allé à la prestation. J'ai fait la prestation. J'ai retouché les photos. 3 à 4 jours après, j'étais payé. C'est là où je me suis rendu compte que, waouh, il y a vraiment une possibilité. Ça m'a ouvert les portes en fait. Bark.com, c'est là où je me suis dit, ok, il y a des tas de trucs que tu sais pas et tu t'en rends pas compte, mais en vrai il y a des opportunités dans tous les sens. Après j'ai appris énormément, notamment envers moi-même. J'ai appris à m'autodiscipliner, même si j'ai encore beaucoup de chemin à faire, parce que travailler tout seul chez soi, c'est vraiment tout un bail. Et moi par exemple, je sais que je suis beaucoup du matin, c'est le moment où je suis le plus concentré. Je pense que c'est pour ça que j'éteins mon téléphone le soir. Je le mets en hauteur pour ne pas avoir de distraction. Et ensuite, le matin, je vais directement sur ma tâche et je fais ma tâche la plus importante de la journée. Et ça, c'est vraiment un game changer parce que ça te permet d'être beaucoup plus productif. Parce que, en fait, la productivité, c'est vraiment très relatif. Tu peux passer des journées entières à faire des mails. Et c'est là aussi, au début, tu as des tâches un peu inutiles. Tu dis par exemple, il faut que tu refasses ton site internet, il faut que tu réfléchisses à ton offre, il faut que tu réfléchisses à ta cible, il faut que tu crées du contenu. Mais en fait, tout ça, c'est du bullshit. Tout ça, tu n'en as pas besoin. La seule chose dont tu as besoin au début, c'est prospecter et avoir ton deal flow, faire des projets pour des clients. Alors, je termine par mon principal défaut et ma principale qualité. Mon principal défaut, c'est que je sous-évalue les projets encore systématiquement. Je mets souvent des prix trop bas par rapport au temps que j'y passe. Et je travaille souvent sur des projets encore assez peu rentables. Ça, je pense que c'est un gros point d'amélioration. Et après, vis-à-vis de mes clients, déjà vis-à-vis de ma prospection, je relance pas. C'est pas dans mes habitudes, quoi. J'ai pas encore une routine très ancrée de prospection commerciale très stricte, dans le sens où je vais relancer un prospect de temps en temps. Je vais vraiment faire les trucs de temps en temps. Et quand ça me chante, c'est pas systématique. Et pour que la prospection marche, il faut que tu aies une routine commerciale systématique où tu relances systématiquement tes clients, tu trouves systématiquement des nouveaux clients, tu qualifies systématiquement des nouveaux clients, tu as systématiquement des découvertes, etc. Et c'est pour ça en fait que le chiffre d'affaires, il peut être en dents de scie, parce qu'un mois, tu as trop de clients, du coup, tu t'arrêtes de prospecter. Et puis ensuite, un autre mois, tu n'as pas du tout de clients. Du coup, tu te dis, ah merde, il faut que je prospecte.
et ainsi de suite. Et au final, bah, tu t'y retrouves jamais parce qu'il y a toujours des espèces de vagues, etc. Et si ton entreprise, elle n'est pas systématique, elle n'est pas récurrente, elle n'est pas constante, ça veut juste dire que toi, tu n'es pas constante. En fait, c'est juste une réflexion, c'est juste un miroir de ton comportement à toi. Et je pense que ma principale qualité, c'est mon écoute et mes entretiens clients. Parce que je pense aussi que c'est dans mon comportement, je suis assez timide, etc. Mais bon, faut pas se mettre dans des cases, hein. C'est quelque chose qui évolue très grandement chez moi et surtout depuis que je suis freelance. Bah forcément, tu es obligé d'avoir des clients, donc tu es obligé de parler à des humains. Donc tu es obligé de te développer sur ce côté-là. En général, le client, il se trouve assez écouté avec moi. Et pendant les entretiens de découverte, pendant les entretiens où tu découvres sa problématique et son besoin, eh bien, c'est le moment où il faut poser des questions. Et ce type de moment, je pense que mon client, il se trouve écouté. Et c'est aussi ça, une grande partie de la prestation. C'est pas uniquement le fait de délivrer une vidéo de qualité, c'est aussi le fait que le client, il se sente écouté et qu'il sente que en fait, tu as compris son problème. C'est ça surtout qu'il attend de toi, le client. Et je pense aussi que la plupart de mes clients ont été satisfaits, même si ça n'a pas toujours été des clients récurrents. Parce que forcément, si jamais il y a des mariages, etc., ils ne vont pas se divorcer pour refaire un mariage. Donc il y a toujours des prestations un peu one-shot comme ça. Mais à chaque fois, les clients ont été satisfaits. Donc voilà, ma principale réussite, c'est le fait que j'arrive à satisfaire des clients. Et ma principale qualité, je pense, c'est le fait qu'on n'est pas déçu quand on fait appel à moi, quoi. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo avec le futur et les axes d'amélioration. Ce que j'aimerais vraiment, c'est sortir du flux tendu, sortir du mode survie. En ce moment, je suis vraiment dans un mode où je vis au mois le mois. C'est-à-dire que là, j'ai aucune trésorerie pour les prochains mois. Je peux tomber malade, je peux me casser une jambe, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, mon avenir n'est pas garanti. J'aimerais sortir de ce mode survie, notamment en ayant une épargne au moins de 6 mois de dépenses et pouvoir petit à petit augmenter mon profit et faire à ce que les projets soient de plus en plus rentables et tout simplement avoir une entreprise en croissance, quoi. Donc voilà, premier objectif, c'est sortir du mode survie. Ensuite, autre objectif, c'est avoir vraiment des clients marques, des clients entreprises, marques qui souhaitent raconter leur histoire. Les deux projets du coup, Bijoux Cocher et Vitz, c'était des projets en soi pour des marques. Donc c'est pour ça que j'ai kiffé faire les projets. Ça me correspondait vachement. Et c'est vers ce type de projet que j'ai envie de m'orienter. Je pense que ça va passer surtout par de la prospection physique dans des salons. J'ai déjà essayé de rentrer en contact avec plusieurs marques via Instagram, etc. Mais sans trop de résultats. Donc je pense que les salons, c'est super important. Et c'est aussi une découverte que j'ai fait assez récemment. C'est notamment le fait d'aller à des salons à Porte de Versailles, par exemple. Ça ouvre des portes. Et ce qui est cool avec les salons, c'est que tu sais qu'ils ont dépensé de l'argent pour être sur leur stand. Tu sais qu'ils sont sur leur stand, donc ils ont besoin de communiquer. Et tu sais qu'en général, c'est des entreprises qui ont du budget, tu sais que c'est des entreprises sérieuses qui veulent investir. Un salon, ça qualifie entre guillemets ton client. Tu sais que si ton client il est dans le salon, c'est un bon client. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est continuer à documenter mon parcours à travers des vidéos YouTube comme celle-ci. C'est vrai que c'est pas facile de trouver le temps d'en faire, notamment d'en faire des bonnes, dans le sens où il y a du montage vidéo, une histoire, etc. Là, je débite toutes les paroles, etc. comme ça, mais ça serait carrément plus efficace si jamais j'avais un scénario, des acteurs, que je pouvais refilmer certaines scènes de ma vie. Ça viendra peut-être plus tard, mais en tout cas, je trouve que c'est mieux que rien. Et je pense que je vais être plus dans un mindset comme ça, c'est-à-dire c'est mieux que rien. Autant poster une vidéo qui apporte de la valeur potentiellement à quelqu'un d'intéressé ou qui est en train de se lancer. Même si la vidéo est un peu indigeste, c'est pas grave, dans tous les cas, il pourra toujours écouter ça avec des écouteurs et trouver une phrase qui résonne en lui, et trouver un aspect
voilà, qui pourraient l'aider. Donc voilà, je préfère faire des vidéos un peu plus régulièrement, quitte à ce que ce soit de moins bonne qualité, plutôt que de ne pas en faire. Ensuite, pour reparler de la publicité payante, avoir un canal d'acquisition fiable et récurrent et prédictible. Je trouve que ça, c'est vraiment un luxe, dans le sens où là, si je fais rien, j'aurai pas de clients demain. Or, si jamais j'avais une campagne Google Ads ou un truc qui tournait en fond, j'aurais pas besoin de me soucier du futur business. Il serait toujours là. J'aurais toujours des clients à appeler, une liste de prospects qui arrivent par exemple sur mon site internet via de la publicité ou autre. Et ce serait vraiment trop kiffant de pouvoir réussir à développer ça. Pour l'instant, j'ai pas le budget nécessaire pour continuer à faire des expérimentations. J'y étais presque avec le mariage. J'avais réussi à faire une campagne Google Ads mariage. Mais le problème, c'est que je dépensais trop par prospect et au final, j'ai pas eu un seul prospect que j'ai réussi à convertir en client pour rembourser la campagne. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Je sens que c'est aussi ce qui pourrait faire croître grandement mon entreprise. La prospection, c'est bien, mais il y a un moment où il faut diversifier les canaux d'acquisition pour rendre tout simplement ton entreprise plus pérenne. J'aimerais bien aussi commencer à faire des projets en équipe et c'est d'ailleurs l'envie aussi de plusieurs vidéastes que je côtoie, car grâce à la formation Les Vidéopreneurs, j'ai appris à connaître d'autres vidéastes. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui me manque aussi, le fait de faire des projets à plusieurs. C'est pour ça que je kiffe faire des courts-métrages, que je kiffe faire des films et que j'ai envie de devenir réalisateur. C'est voilà, le fait de créer quelque chose à plusieurs, qu'on ait chacun sa spécialité. Et juste les souvenirs inoubliables qu'il y a lors des tournages, c'est juste une dinguerie. Et c'est pour ça que j'adore faire ce métier, quoi. Ensuite, j'aimerais bien faire du drone FPV. J'ai commencé, je me suis acheté une manette DJI et j'ai acheté un simulateur et j'ai commencé à m'entraîner en simulateur. Et vraiment, mais vraiment, c'est un délire comment c'est trop dur. Il n'y a rien d'intuitif, j'ai l'impression. J'arrive même pas à faire des virages normaux. J'ai aussi récemment fait quelques petites démarches administratives pour pouvoir m'acheter une formation drone, pour pouvoir devenir télépilote de drone professionnel. Malheureusement, ils n'avancent pas l'argent, en fait, ils remboursent seulement la formation. Donc étant donné que je n'ai pas encore les fonds suffisants, je ne peux pas encore me former au drone. Mais c'est quelque chose que j'ai envie. Et juste, je kiffe le fait de pouvoir voler. Voilà. Je m'imagine en haut des montagnes, à survoler les crêtes, etc. Je pense aussi que ça rajoute une valeur ajoutée de zinzin à toutes les productions. Le fait de pouvoir dire à son client qu'on est télépilote de drone, ça ajoute vraiment une plus-value énorme à la prestation. J'aimerais continuer FlashBiz. Alors, FlashBiz, c'est une application que je suis en train de développer pour mes pairs, c'est-à-dire pour les autres vidéastes. C'est un CRM, c'est aussi un endroit où les gens peuvent déposer des annonces afin que les vidéastes puissent en profiter pour avoir des projets. C'est aussi un endroit où j'aimerais bien qu'on puisse se challenger entre vidéastes, c'est-à-dire par exemple avec un leaderboard, avec le chiffre d'affaires signé, le chiffre d'affaires encaissé, les appels qu'on a fait, les différentes actions de prospection, etc. Un espèce d'endroit où il y aurait une compétition saine pour pouvoir se faire évoluer les uns les autres. Aussi, j'ai tout un aspect aussi de communauté que j'ai envie de développer, avec voilà, chacun qui peut laisser un post avec des commentaires un peu comme sur un groupe Facebook ou comme School, je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent. Bien sûr, c'est un side project dans le sens où c'est vraiment quelque chose sur lequel il ne faut pas que je me concentre parce que je sais que je suis un papillon, c'est-à-dire que je vais dans tous les sens et si jamais je ne me concentre pas sur un seul truc, eh bien ça n'avance pas. Donc c'est vraiment le type de projet que j'ai entre guillemets en parallèle qui pourrait voilà, potentiellement me servir à l'avenir, mais en tout cas je mise pas du tout dessus maintenant. Là c'est vraiment en mode voilà, je fais ça de temps en temps, 1 ou 2 fois par mois et j'en parle plus. Mais si jamais tu es vidéaste freelance et tu veux devenir utilisateur, l'application est déjà en ligne, donc tu peux aller regarder en description et voilà, me dire qu'est-ce que tu souhaiterais voir comme fonctionnalité dans cette application. Ensuite, ce que j'aimerais bien, c'est avoir moins de clients particuliers, moins de clients chiants, entre guillemets. Je sais que c'est pas bien de dire ça et je sais qu'il y a beaucoup de clients
particuliers qui pourront potentiellement regarder cette vidéo. Mais c'est pas du tout contre vous, hein. C'est juste que il y a un moment, il y a une évolution qui se fait et moi, c'est juste pas trop dans la direction que j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller vraiment dans une direction entreprise, une direction marque, afin de pouvoir avoir une plus grande valeur ajoutée pour mon client. Car je sens que quand je m'adresse à un particulier, j'ai beaucoup moins de valeur que quand je m'adresse à une entreprise. Et j'aimerais, comme je l'ai dit au début de mes apprentissages, m'adresser à la bonne cible et continuer dans la direction souhaitée, à savoir développer mon expertise pour les marques et commencer à faire des projets qui mettent en avant leur état d'esprit, qui mettent en avant leur marque, leur branding, à travers des histoires, à travers des visuels cinématiques. Et enfin, compléter mon matos. Bon, alors ça, c'est toujours la même chose, hein, on n'est jamais content de ce qu'on a. Et je le complète au fur et à mesure des prestations. Mais parfois, je me sens assez limité. J'ai vraiment un peu le syndrome de l'imposteur, du style « Ah ouais, en fait, je suis un vidéaste professionnel, mais tout ce que j'ai, c'est un trépied, une caméra, un stabilisateur, une lampe et c'est tout. » Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir par exemple plusieurs caméras, avoir plusieurs objectifs, pouvoir compléter vraiment mon matériel afin d'augmenter tout simplement la valeur de ma prestation. Je sais que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je sais qu'une FX3, même si c'est très bien, ça coûte quand même très cher. Donc voilà, je vais essayer petit à petit de développer tout ça. Et je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement, même si je le dis à chaque fois, pour voilà, donner des nouvelles et faire à ce que d'autres vidéastes puissent être inspirés. Et au-delà de ça, moi, pouvoir regarder cette vidéo dans quelques années et me dire « Putain, mais qu'est-ce qu'il était con ce Joseph à croire ça, qu'est-ce qu'il était con ». Et d'ailleurs, ne prenez pas tout ce que je dis pour acquis, hein. N'hésitez pas à tester, à vous faire vos propres idées. L'idée de l'entrepreneuriat, c'est vraiment d'être un scientifique, à chaque fois d'avoir une hypothèse, de tester l'hypothèse, d'apprendre et de ne pas faire que écouter les conseils parce que les conseils ne s'adaptent jamais à votre contexte actuel. Et c'est ça le problème de la plupart des conseils. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et n'hésite pas aussi à partager en commentaire toi tes différents apprentissages si jamais toi aussi tu es vidéaste. Et voilà, si tu as des questions aussi, mets-les en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!